Le matin du 18 juin 1860, Élisabeth s'est réveillée dans sa propre maison, dans l'État de l'Illinois, entourée de ses 6 enfants. Elle a préparé le petit déjeuner, organisé les tâches de la journée et poursuivi la routine d'une vie qu'elle croyait totalement sûre et intouchable. Avant la tombée de la nuit, elle était enfermée derrière les murs de pierre massive de l'hôpital d'État pour les aliénés de l'Illinois. Elle n'avait commis aucun crime. Elle n'avait blessé personne. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de juge pour entendre son cas. Aucune preuve médicale n'a été présentée dans un tribunal public. Et elle n'a eu absolument aucune chance de se défendre face à ses accusateurs. Son seul délit, soigneusement documenté dans les archives, était le suivant. Elle avait contredit son mari sur des questions de théologie. Elle avait des opinions religieuses qui différaient de la doctrine calviniste stricte qu'il prêchait. Elle avait assisté à une classe d'études bibliques et y avait partagé ses propres interprétations, des idées qui n'étaient pas alignées avec l'autorité de son époux. Pour cela, et uniquement pour cela, son mari a organisé la venue du shérif du comté à leur porte pour l'arracher à son foyer pendant que ses 6 enfants regardaient la scène, impuissants. On l'a enfermé pendant 3 ans. Et j'ai besoin que vous compreniez une chose fondamentale avant que nous fassions un seul pas de plus dans cette investigation. Ceci n'était pas un enlèvement criminel. Ce n'était pas une violation de ses droits constitutionnels. Ce n'était pas un abus du système perpétré par un homme corrompu opérant dans les ténèbres ou contournant la loi. C'était le système lui-même, fonctionnant exactement de la manière dont il avait été conçu, perfectionné et codifié pour fonctionner. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à partager ces archives pour qu'elles ne soient pas ne soient pas effacées, et à me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez et enquêtez avec moi. Car ce que nous allons déterrer aujourd'hui explique probablement ce vide noir, cette impasse inexplicable que vous avez peut-être rencontrée dans votre propre arbre généalogique. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé cette enquête. Je traçais des anomalies dans les registres de propriété de la fin du XIXe siècle, essayant de comprendre comment de vastes étendues de terres agricoles, de maisons et d'héritages avaient changé de main si rapidement, sans les traces habituelles de succession, de vente ou de transfert notarié. Je m'attendais à trouver de la fraude fiscale, de la corruption politique au niveau des comtés, ou peut-être des magnats des chemins de fer manipulant les titres de propriété pour étendre leurs empires. À la place, j'ai trouvé un mécanisme d'effacement humain si efficace, si froidement bureaucratique, si parfaitement protégé par la loi, qu'il rend n'importe quelle théorie du complot obsolète et infantile. L'histoire officielle dit que les institutions de santé mentale tentaculaires du XIXe siècle ont été construites suite à un soudain éveil de compassion médicale, un désir de soigner les plus vulnérables. Mais les mathématiques et les registres d'admission disent autre chose. Ils disent que nous avons construit des prisons de pierre, d'une taille monumentale, déguisées en hôpitaux, pour stocker les personnes qui devenaient économiquement ou socialement encombrantes. Et l'outil principal pour remplir ces immenses bâtiments n'était pas un diagnostic médical complexe. C'était un simple stylo. C'était une signature. Pour comprendre comment une femme adulte, saine d'esprit, mère de 6 enfants, pouvait être effacée de sa propre vie en l'espace de quelques heures, vous devez d'abord comprendre l'architecture légale suffocante dans laquelle elle respirait. Il existait une doctrine dans la jurisprudence américaine et britannique, héritée de siècles de tradition légale, appelée la couverture. Quand on le prononce, cela sonne presque élégant, un terme académique poussiéreux que l'on trouve dans les vieux manuels de droit. Mais son application pratique était d'une brutalité stupéfiante. William Blackstone, l'érudit juridique dont les écrits ont littéralement formé la base absolue de la loi aux États-Unis et dans l'Empire britannique, l'a expliqué très clairement en 1765. Il a écrit, et je cite directement ses commentaires, pour que vous entendiez les mots exacts, « L'être même ou l'existence légale de la femme est suspendue pendant le mariage, ou du moins, est incorporé et consolidé dans celui du mari. Suspendu. C'est le mot exact que l'architecte de notre système légal a choisi d'utiliser. Suspendu. Une fois qu'une femme prononçait le mot « oui »,
Devant un autel, elle subissait ce que les avocats de l'époque appelaient froidement la mort civile. Ce n'était pas une figure de style poétique. Ce n'était pas une métaphore sur l'unité spirituelle du couple. C'était une réalité opérationnelle et financière implacable. Une femme mariée ne pouvait pas posséder de biens en son propre nom. Elle ne pouvait pas signer un contrat valide. Elle ne pouvait pas conserver les salaires qu'elle gagnait de ses propres mains, par son propre travail physique. Elle ne pouvait poursuivre personne en justice et elle ne pouvait pas être poursuivie. Elle ne pouvait pas rédiger un testament valide sans le consentement explicite et écrit de son mari. Et, de manière encore plus critique pour cette histoire, elle n'avait absolument aucun droit de garde sur ses propres enfants. 0. Elle n'était pas considérée comme une entité humaine autonome sous le poids de la loi. Elle était une extension de son mari. Elle était sa propriété, sa responsabilité légale et son actif pour qu'il en dispose comme il l'entendait. Tout ce qu'elle apportait au mariage, chaque meuble qu'elle avait hérité, chaque lopin de terre venant de ses parents, chaque pièce de monnaie, devenait instantanément la propriété exclusive de cet homme. Mais l'État de l'Illinois a poussé cet effacement administratif encore un pas plus loin dans l'obscurité. En 1851, l'État a adopté une loi exigeant une audience publique avant que toute personne ne puisse être internée dans l'hôpital d'État pour les aliénés. La loi exigeait la constitution d'un jury, elle exigeait la présentation de preuves, elle exigeait une procédure régulière et transparente. Cela sonne comme un immense progrès, n'est-ce pas? Le genre de garde-fou essentiel que l'on attendrait d'une société civilisée essayant de protéger ses citoyens contre les incarcérations arbitraires et les abus de pouvoir. Mais les législateurs ont pris soin d'inclure une exception, rédigée directement dans le texte de marbre du statut. Une seule catégorie d'êtres humains dans tout l'État de l'Illinois qui n'avait aucun droit à cette audience publique. La loi stipulait explicitement que les maris pouvaient interner leurs épouses, et je cite le texte de loi, sans la preuve de folie requise dans d'autres cas, sans jury, sans tribunal, sans preuve médicale indépendante, sans qu'aucune autorité ne demande jamais à la femme sa version des faits. Tout ce qu'il fallait, c'était la demande écrite du mari, un simple formulaire, et la signature d'un seul médecin complaisant, disposé à fermer les yeux ou à être d'accord avec l'homme qui payait la consultation. Et les médecins de l'époque, comme les archives le démontrent de manière accablante, étaient remarquablement, tragiquement disposés à être d'accord. Le médecin qui a évalué Elizabeth Packard, un homme nommé G.W. Brown, a utilisé une méthode qui frise le vaudeville pour la faire enfermer. Il a fait semblant d'être un vendeur de machines à coudre itinérant pour pouvoir entrer dans sa maison et lui parler sans éveiller ses soupçons. Il s'est assis dans son propre salon, sous de faux prétextes, lui a posé quelques questions banales sur son mariage, sa routine quotidienne et sa foi religieuse. Il est ensuite reparti et a informé son mari, Théophilus, qu'Élisabeth manifestait, selon son expertise médicale, une forte aversion envers lui. Ce fut là tout l'examen médical. Ce fut toute la charge de la preuve jugée nécessaire pour révoquer la liberté d'un être humain adulte pendant 3 années entières, pour l'arracher à ses enfants et l'enfermer derrière des portes verrouillées. Son mécontentement conjugal, son dégoût pour un mari tyrannique, a été instantanément pathologisé en une maladie mentale incurable nécessitant une incarcération immédiate. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier l'histoire d'Elizabeth Packard, les documents de la Cour, les archives médicales de l'Illinois de 1860. Tout est là, préservé à la vue de tous. Quand Élisabeth a finalement réussi à sortir de cet asile 3 ans plus tard, et ce, uniquement après avoir réussi à forcer la tenue d'un procès où un jury a mis très exactement 7 minutes pour déclarer qu'elle était parfaitement saine d'esprit et qu'elle l'avait toujours été, elle est retournée chez elle, à Manteno, dans l'Illinois. Mais ce n'était plus chez elle. La nuit précédant sa libération, sachant très bien qu'elle allait revenir, son mari Théophilus avait loué la maison familiale à des étrangers. Il avait vendu tous ses meubles. Il avait vidé tous les comptes bancaires. Il avait emballé la garde-robe d'Élisabeth,
prit leurs 6 enfants avec lui et fuit l'État de l'Illinois pour s'installer dans le Massachusetts, hors de portée de la juridiction locale. Et Elizabeth s'est retrouvée debout dans la rue, seule, devant la maison qu'elle avait entretenue et aimée, sans un seul sou à son nom, sans toit pour s'abriter, sans ses enfants à serrer dans ses bras. Elle a fait ce que n'importe quelle personne lésée ferait. Elle a fait appel aux tribunaux. Elle a porté son combat jusqu'aux cours suprêmes de l'Illinois et du Massachusetts, cherchant la justice, cherchant désespérément à récupérer ce qui lui avait été volé avec une telle brutalité. Et le système judiciaire américain, dans toute sa majesté, lui a dit la pure, géniale et absolue vérité. On ne lui avait rien volé. Car légalement, elle ne possédait rien. Les tribunaux ont statué que son mari exerçait simplement et légalement ses droits coutumiers sous la doctrine de la couverture. Peu importait qu'il l'ait faussement emprisonnée pendant des années. L'État ne reconnaissait pas qu'elle ait le droit de récupérer ses enfants ou sa propriété, parce que la propriété et les enfants n'avaient, aux yeux de la loi, jamais été à elle. Si ce n'était que la tragédie isolée d'une seule femme, ce serait une histoire profondément triste, une anomalie dans le grand récit du progrès humain. Mais ce n'est pas une coïncidence isolée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante à travers tout le pays, dans tous les comtés, dans tous les États. Et c'est la pièce manquante, la clé d'un immense puzzle généalogique qui frustre des millions de personnes aujourd'hui. Si vous avez déjà essayé de retracer l'histoire de votre propre famille, si vous avez passé des heures sur des bases de données en ligne, vous savez exactement de quoi je parle. Vous remontez le temps en douceur, génération après génération, et puis vous arrivez aux décennies 1870 ou 1880, et soudain, vous vous écrasez contre un mur de briques. Les femmes, spécifiquement les femmes mariées, s'évaporent tout simplement des registres. Dans le recensement de 1860, vous trouvez une épouse et mère vivant dans une ferme prospère qu'elle a héritée de son propre père. C'est clair, c'est documenté. Puis, vous regardez le recensement de 1870. Le mari est là, listé avec les enfants plus âgés, et peut-être une nouvelle épouse beaucoup plus jeune. Mais il n'y a aucune trace de la première femme. Il n'y a pas d'acte de décès pour elle dans les archives du comté. Il n'y a pas de registre de divorce, ce qui était de toute façon extrêmement rare à l'époque. Elle n'est dans aucun cimetière local. Elle a juste disparu. Et la ferme, qui appartenait à l'origine et ancestralement à la famille de la femme, est maintenant titrée exclusivement au nom du veuf. L'hypothèse moderne, l'explication confortable que les généalogistes se donnent, c'est qu'elle a dû mourir en couche, ou succomber à une fièvre typhoïde non enregistrée, ou périr dans le dur hiver de la frontière. Nous supposons que le manque de paperasse n'est que la nature désordonnée et chaotique de la vie au XIXe siècle. Les registres brûlent, les clercs font des erreurs, la vie continue. Mais et si elle n'était pas morte? Et si elle était devenue gênante? Et si le mari avait des dettes et devait liquider la ferme? Sous les lois de la couverture, si un homme voulait vendre une propriété foncière que sa femme avait héritée, il avait besoin de sa signature. Il avait besoin de son consentement formel sur l'acte de vente. C'était une protection minuscule, une simple formalité bureaucratique, mais cela donnait à la femme une infime fraction de levier de négociation. Cependant, si cette même femme était déclarée légalement aliénée, si elle était certifiée folle par un médecin, elle perdait instantanément toute capacité légale de consentir ou de refuser quoi que ce soit. Sa signature n'était plus requise par le notaire. L'État désignait alors un tuteur légal pour gérer ses affaires, et ce tuteur était presque invariablement son propre mari. Du jour au lendemain, une femme têtue qui refusait obstinément de vendre les terres de ses ancêtres pouvait être totalement éliminée de l'équation. Elle pouvait être stockée, littéralement mise en entrepôt, hors de vue, dans une installation tentaculaire gérée par l'État, tandis que son mari liquidait tous ses biens, légalement, proprement, et sans aucun obstacle administratif.
Regardez l'infrastructure gigantesque qui a été construite exactement pendant cette même fenêtre temporelle. Entre 1845 et 1910, les États-Unis ont construit environ 300 hôpitaux psychiatriques massifs. Nous ne parlons pas de petites cliniques de campagne ou de maisons de repos discrètes. Nous parlons de gigantesques complexes gothiques en pierre, de véritables villes autonomes avec leurs propres vastes fermes agricoles, leurs propres voies ferrées privées, leurs propres usines d'eau et centrales électriques. L'asile de Trans-Allegheny à Weston, en Virginie occidentale, n'est pas juste un grand bâtiment. C'est le deuxième plus grand bâtiment en pierre taillé à la main au monde, surpassé uniquement par le Kremlin à Moscou. Réfléchissez à cela un instant. Pourquoi une jeune nation, qui sortait à peine du carnage de la guerre de sécession, qui luttait avec l'industrialisation, qui n'avait même pas pavé la plupart de ses rues, a-t-elle consacré des ressources financières, architecturales et d'ingénierie aussi stupéfiantes pour construire 300 palais de pierre démesurés pour les fous? L'histoire officielle nous berce en nous disant que c'était le mouvement de la réforme asilaire, un triomphe du grand humanitarisme américain pour sortir les malades mentaux des prisons. Mais quand on regarde qui remplissait réellement les couloirs interminables de ces bâtiments, la noble façade s'effondre en poussière. L'historien Richard Fox, en examinant les taux d'internement en Californie à la fin du XIXe siècle, a découvert que les taux per capita étaient absolument ahurissants. Un surintendant d'asile de l'époque l'a même dit à voix haute, et c'est resté gravé dans les documents officiels. Il a déclaré que les hôpitaux étaient devenus le réceptacle pour toutes les formes d'épaves humaines, indépendamment de la loi et de la justice. Ils n'étaient pas des centres de traitement médical à la pointe de la science. Ils étaient le dépotoir de la société pour les personnes qui bloquaient le chemin de l'ambition, du profit ou de la commodité. Et les raisons cliniques documentées pour envoyer quelqu'un dans ce dépotoir défient toute compréhension médicale, moderne ou ancienne. Il y a un document qui a survécu à l'effacement général de cette époque. C'est le registre des admissions de l'hôpital pour les aliénés de Virginie occidentale à Weston, un registre qui couvre de manière ininterrompue la période allant d'octobre 1864 à décembre 1889. Une historienne nommée Marjorie Carr a méticuleusement compilé ces registres en 1993 et aujourd'hui il réside dans les archives de la Division de la Culture et de l'Histoire de l'État. Dans les pages jaunies de ce registre massif, on trouve 125 causes de folie, officiellement enregistrées par les médecins, des causes pour lesquelles des milliers de patients, dans leur immense majorité des femmes, ont été internés. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que la science médicale de l'époque, soutenue par le pouvoir de l'État, considérait comme une condition psychiatrique suffisamment grave pour arracher sa liberté à une femme pour toujours. Lecture de romans. Excitation politique. Enthousiasme religieux. Amour déçu. Troubles domestiques. Troubles féminins imaginaires. Fréquentation de la société. Désertion du mari. Goût excessif pour les fleurs. Égoïsme. Jalousie. Comprenez-vous ce que vous lisez? Ce ne sont pas des maladies du système nerveux, ce ne sont pas des psychoses ou des schizophrénies, ce sont des comportements, ce sont des traits de personnalité, ce sont des descriptions de femmes qui ne s'adaptaient pas parfaitement et silencieusement au moule obéissant que la société victorienne exigeait. Si vous lisiez trop de livres et négligiez de recoudre les chaussettes, vous étiez cliniquement malade. Si vous vous passionniez pour la politique dans une époque où vous n'aviez même pas le droit de voter, vous étiez folle. La toute première patiente jamais admise à l'asile de Weston était une femme au foyer ordinaire. Sa cause d'internement, écrite à l'encre noire par le médecin-chef, fut simplement « trouble domestique ». Qu'est-ce que cela signifiait vraiment en 1864? Cela signifiait qu'elle discutait. Cela signifiait qu'elle n'était pas docile. Cela signifiait que son mari était fatigué de la gérer et qu'il avait le pouvoir légal de l'effacer. Mais il y a une entrée spécifique dans cette longue liste de 125 raisons qui est si profondément cynique
si révélatrice de la véritable nature bureaucratique et oppressive du système, qu'elle m'a obligé à arrêter mon travail de recherche pendant une journée entière, juste pour digérer le niveau de cruauté systémique. La raison enregistrée pour enfermer de multiples femmes derrière ces portes de fer était mauvais traitement par le mari. Laissez cela s'ancrer dans votre esprit. Une femme est physiquement brutalisée, battue ou psychologiquement torturée par l'homme qui est légalement son propriétaire. Le stress chronique et le traumatisme aigu de cet abus la conduisent naturellement à un état de détresse visible, de pleurs ou de panique. Et quelle est l'intervention de l'État? Le shérif vient-il arrêter le mari violent? Non. Offre-t-on une protection ou un refuge à la femme? Non. La solution du système bureaucratique était de déclarer la femme aliénée en raison même des mauvais traitements qu'elle subissait et de l'enfermer, elle, dans une prison de pierre pour le reste de ses jours. L'abuseur gardait la maison, il gardait la ferme, il gardait les enfants, l'argent et sa liberté absolue. Le tout avec la bénédiction solennelle de la loi et de l'establishment médical. La victime disparaissait dans une cellule sans poignée à l'intérieur de la porte. L'histoire officielle dit que la psychiatrie soignait les gens. Mais les mathématiques disent autre chose. Les mathématiques disent que la psychiatrie traitait les symptômes de l'abus patriarcal en emprisonnant les victimes pour protéger les agresseurs. Nous savons pertinemment que la majorité de ces femmes n'étaient pas folles. Nous le savons parce qu'en 1887, une brillante et audacieuse jeune journaliste de 23 ans, nommée Nellie Bly, l'a prouvé de la manière la plus éclatante et dangereuse possible. Travaillant pour le journal de Joseph Pulitzer, elle a simulé l'amnésie et un comportement erratique dans une pension pour femmes de New York. Immédiatement, en l'espace de quelques heures, un juge et plusieurs médecins éminents l'ont déclarée irrémédiablement démente. Ils l'ont envoyée au redoutable asile des femmes sur Blackwell's Island. Sa mission secrète était de faire un reportage de l'intérieur, et ce qu'elle a découvert a confirmé les pires cauchemars de la société du XIXe siècle. Les femmes à l'intérieur étaient nourries de pain pourri et de viande gâtée. Elles étaient forcées de prendre des bains glacés dans une eau sale, partagée par des dizaines d'autres patientes, y compris celles souffrant de plaies ouvertes. Elles étaient battues par des infirmières sadiques si elles ne restaient pas assises en parfait silence sur des bancs de bois dur pendant 14 heures par jour. Mais la découverte la plus terrifiante de Nellie Bly ne fut pas les conditions de vie sordides, ce fut le piège psychologique absolu du diagnostic lui-même. Elle a documenté avec effroi que dès la seconde où elle a franchi les lourdes portes de l'asile, elle a cessé de faire semblant d'être folle. Elle a parlé au médecin avec calme. Elle s'est comportée de manière totalement rationnelle, posant des questions logiques. Et elle a découvert la faille perverse et inextricable du système. La chose étrange est, a-t-elle écrit plus tard dans son célèbre livre « 10 jours dans un asile », que plus je parlais et agissais de manière saine, plus il pensait que j'étais folle. Son comportement normal, sa clarté d'esprit, sa revendication de liberté ont été réinterprétés par le personnel médical comme une dissimulation pathologique, comme une ruse de la maladie. Les médecins n'étaient pas formés pour chercher la santé mentale ou pour écouter la vérité. Ils étaient institutionnellement incités à justifier l'enfermement perpétuel. Bly a trouvé des dizaines de femmes à Blackwell's Island qui étaient tout aussi saines d'esprit qu'elle. C'étaient des immigrantes récentes, allemandes, irlandaises, italiennes, qui ne parlaient tout simplement pas l'anglais et dont les tentatives de communication désespérées et les barrières linguistiques avaient été cliniquement diagnostiquées comme des balbutiements de fous. C'étaient des femmes de la classe ouvrière épuisées dont les familles ne pouvaient plus les nourrir. Et, bien sûr, c'étaient des épouses enfermées par des maris vindicatifs qui voulaient s'en débarrasser pour épouser des maîtresses ou s'emparer des héritages. Nellie Bly n'a pu sortir de cet enfer que parce que le journal qui l'employait a envoyé une équipe d'avocats de haut niveau pour la réclamer au bout de 10 jours. Les femmes qu'elle a laissées derrière elle, celles qui n'avaient pas de puissant journal pour payer des avocats,
Celles dont les familles avaient anciennement signé les formulaires d'internement sont restées là, à pourrir dans l'obscurité institutionnelle, oubliées du monde des vivants. Et maintenant, nous devons élargir la focale. Nous devons connecter cette tragédie micro à la macromécanique de cette époque, car les institutions bureaucratiques ne fonctionnent jamais dans le vide. Elles s'interconnectent. Elles se nourrissent les unes les autres. Pendant la même fenêtre de décennies exactes où les maris envoyaient dès leurs femmes à l'asile pour lecture de romans ou troubles domestiques, que se passait-il avec les enfants que ces femmes laissaient inévitablement derrière elles? Si vous avez suivi l'histoire des États-Unis entre 1854 et 1929, vous connaissez peut-être le phénomène des orphan trains, les fameux trains d'orphelins. 250 000 d'enfants, 250 000 jeunes vies ont été mis dans des trains dans les grandes villes de la côte Est, comme New York et Boston, et expédiés vers les vastes étendues agricoles du Midwest pour y travailler comme main-d'œuvre gratuite dans les fermes. La narrative officielle, le conte de fées que l'on enseigne, affirme que ces enfants étaient des orphelins tragiques sans famille, des gamins des rues vivant dans des boîtes en carton. Mais quand les chercheurs de l'université Johns Hopkins ont examiné les registres internes des orphelinats de l'époque, ils ont trouvé une vérité effrayante. Jusqu'à 90% des enfants dans ces institutions charitables avaient au moins un parent vivant. 90%. Ce n'étaient pas des orphelins. Considérez la logistique effroyable de cette élimination massive de la cellule familiale. Un mari décide de se débarrasser de sa femme parce qu'elle possède une terre qu'il veut vendre, ou parce qu'elle est dépressive, ou parce qu'elle argumente. Il signe les papiers de l'asile avec l'aide du médecin local. La femme est transportée par chariot vers un grand bâtiment de briques à des kilomètres de là, admise et classée comme civilement morte. L'homme, qui se retrouve soudain avec 5 ou 6 enfants à nourrir et à habiller, et qui n'a aucune envie d'assumer cette charge financière et temporelle, les dépose à la porte d'institutions charitables comme la Children's Aid Society ou le New York Foundling Hospital. Il signe un abandon. Quelques semaines plus tard, ces enfants pleurent dans un train en direction du Nebraska, du Kansas ou de l'Iowa. À leur arrivée, leurs noms de famille sont souvent changés et leur identité antérieure est complètement et délibérément effacée. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent jamais, une fois adultes, revenir dans leur état natal pour réclamer l'héritage de leur mère ou poser des questions gênantes. La mère est enfermée et réduite au silence à vie. Les enfants sont redistribués comme des ouvriers agricoles anonymes à l'autre bout du pays. L'homme conserve l'intégralité de l'héritage, la ferme, l'argent, et il repart avec une ardoise vierge. Tout cela de manière parfaitement légale. Tout cela traité par le biais d'institutions charitables, de tribunaux locaux, d'asiles financés par l'État et d'entreprises ferroviaires. Tout cela documenté avec une précision chirurgicale sur des milliers de formulaires en papier. Alors, vous pourriez vous demander, où sont ces registres aujourd'hui? Pourquoi les historiens modernes, les journalistes et les millions de familles qui cherchent leurs ancêtres ne peuvent-ils pas simplement aller dans les immenses archives fédérales et reconstituer ce crime systémique massif? Pourquoi y a-t-il ce mur infranchissable en 1870? La réponse est que le document unique et central qui aurait exposé toute cette logistique cauchemardesque à l'échelle nationale a été effacé. Il n'existe plus. Le recensement fédéral américain de 1890 était le dénombrement de la population le plus détaillé, le plus invasif et le plus complet jamais réalisé jusqu'alors. Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement utilisait des machines de tabulation électrique, les prémices de la technologie IBM, pour traiter les données. Ce recensement posait des questions précises sur la propriété de la maison, l'hypothèque, le nombre d'enfants nés contre le nombre d'enfants survivants. Il aurait capturé chaque femme emprisonnée dans un asile, chaque enfant déplacé dans une ferme de l'Iowa sous un faux nom, chaque veuf soudain vivant confortablement sur des propriétés fraîchement transférées avec une nouvelle épouse. Ce recensement était stocké de manière incroyable et sans aucune copie de sauvegarde locale
pour la toute première fois depuis 1790 dans le sous-sol poussiéreux du bâtiment du ministère du Commerce à Washington, D.C. Le 10 janvier 1921, un incendie s'est déclaré dans ce sous-sol. Mais le feu n'a pas tout détruit. Loin de là. Les estimations officielles indiquent qu'environ 25% des registres ont brûlé et qu'une autre moitié a subi des dégâts des eaux à cause des lances à incendie. Cela signifie qu'au moins 38% des documents de 63 millions de personnes avaient survécu intacts et que beaucoup d'autres auraient pu être séchés, transcrits ou photographiés. Mais la bureaucratie a fait, avec une froideur chirurgicale, ce que le feu n'avait pas réussi à achever. Pendant 12 longues années, les registres endommagés et les registres survivants ont été laissés à l'abandon, jetés dans un entrepôt, laissés à la pourriture, à la moisissure, à la négligence absolue. Aucun effort national de restauration n'a été financé. Et puis, en décembre 1932, le greffier en chef du bureau du recensement a dressé une liste de vieux papiers à détruire. Le recensement de 1890, avec ses millions de preuves, figurait sur cette liste. Le 21 février 1933, le Congrès des États-Unis a formellement autorisé la destruction totale de tout ce qui restait du recensement de 1890. Un jour plus tard, le 22 février 1933, le président Herbert Hoover a posé la première pierre du nouveau bâtiment massif des Archives nationales. Un bâtiment, soi-disant, conçu pour protéger la mémoire de la nation. Ils ont brûlé les preuves de toute une génération un jour avant de commencer à construire le coffre-fort censé les protéger. Sur les 63 millions de noms, environ 6 000 survivent aujourd'hui. L'incendie et la destruction autorisée ont brûlé la carte du crime. Ils ont aveuglé les générations futures. Elizabeth Packard a passé le reste de sa vie à se battre contre ce monstre bureaucratique. Elle a fondé des sociétés anti-asile, elle a publié des livres détaillant ses tortures mentales, elle a parcouru le pays pour témoigner devant les législateurs des États de la côte Est à la côte Ouest. En 1867, par la seule force de sa volonté inébranlable, elle a aidé à faire adopter une loi dans l'Illinois garantissant que toutes les personnes accusées de folie, y compris les femmes mariées, auraient désormais le droit constitutionnel à une audience publique avec un jury avant d'être internées. Nous devons beaucoup à sa fureur indomptable. Elle a changé la loi. Mais le système est un organisme vivant, et les organismes mutent pour survivre. Si les maris et les pères ne pouvaient ni plus utiliser les immenses asiles gothiques aussi facilement pour effacer les femmes gênantes, la bureaucratie médicale trouverait d'autres outils. Dans les années 1930, la lobotomie a été inventée. C'était présenté comme le miracle de la psychiatrie moderne. Dans les années 1940 et 1950, environ 50 000 Américains ont subi des lobotomies, une procédure barbare qui impliquait d'enfoncer un pic à glace à travers l'orbite de l'œil pour couper les connexions du lobe frontal, détruisant ainsi la personnalité, la mémoire et l'étincelle même de l'individu. 75% des victimes de la lobotomie aux États-Unis étaient des femmes. 75%. Et tout comme les asiles du siècle précédent, la procédure ne nécessitait souvent qu'une seule et unique formalité. Le consentement écrit, la signature d'un mari, d'un père ou d'un tuteur masculin. Il signait le formulaire au nom d'une femme jugée difficile, émotionnellement instable ou souffrant de dépression nerveuse. Un siècle différent, un instrument chirurgical différent au lieu de murs de pierre, mais exactement, précisément le même mécanisme légal d'annihilation. Les femmes disparaissaient toujours, non plus derrière des portes verrouillées, mais derrière leurs propres yeux vides. L'effacement était internalisé. Les infrastructures urbaines changent. Les bâtiments sont modernisés, mais l'objectif fondamental des murs bureaucratiques reste toujours le même. Contenir, contrôler et effacer ce qui est politiquement, financièrement ou socialement gênant. Nous regardons aujourd'hui ces vieux asiles en ruine, avec leurs tourelles gothiques et leurs fenêtres grillagées. Beaucoup sont devenus des attractions touristiques, des lieux de tournage pour des films d'horreur ou des visites pour les chasseurs de fantômes amateurs. Nous payons des billets pour nous faire peur avec des histoires d'esprits tourmentés, gémissant dans la nuit. Mais la véritable horreur,
Le mal absolu dans ces couloirs froids n'a jamais été surnaturel. L'horreur, c'était la paperasse. L'horreur, c'était la banalité d'un formulaire légal, rempli à l'encre noire, signé par un homme respecté à la table de la cuisine familiale. Un document banal qui transformait en un clin d'œil une épouse dévouée, une mère aimante et une propriétaire terrienne en une recluse anonyme, dépossédée de tous ses droits civiques et humains avant même que le soleil ne se couche. Votre propre famille n'a pas commencé à exister de nulle part à l'aube du XXe siècle. Si vous vous heurtez à un mur de briques généalogiques insurmontable autour des années 1870 ou 1880, il est fort possible que ce ne soit pas le résultat d'un mauvais archivage de la part d'un clerc de campagne négligent. Cela pourrait être la cicatrice froide d'une extirpation légale. Cela pourrait être l'endroit exact, le point de coordonnée temporel où l'une de vos aïeules a lu trop de romans, a discuté avec trop de passion de religion, s'est plainte des abus de son mari ou a catégoriquement refusé de céder les terres de fertile de ses parents. Et elle a découvert, avec effroi, que les lois de sa fière nation ne la considéraient pas comme un être humain à part entière, mais comme un simple obstacle administratif, un actif toxique qui pouvait être indéfiniment archivé, classé et oublié dans une institution de pierre pour le reste de l'éternité. Les registres d'admission massifs de Virginie occidentale existent toujours, à l'abri de la poussière. Les transcriptions judiciaires du cas tragique et triomphant d'Elizabeth Packard existent toujours. Les articles explosifs de Nellie Bly dans le New York World existent toujours. Le texte glacial de la doctrine de la couverture de William Blackstone fait toujours partie de l'histoire publique du droit. Rien de tout cela n'est un grand secret caché dans un coffre d'État. On nous a simplement appris à regarder tout cela comme une curiosité antique, une erreur médicale isolée, issue d'une ère moins éclairée, un malheureux faux pas du progrès humain. Au lieu d'y voir ce que c'était réellement, ce que les preuves documentaires hurlent que c'était, un système gigantesque, parrainé par l'État, validé par la science, soutenu par la religion, conçu pour la confiscation impitoyable de propriétés et l'élimination méthodique d'identité. Un mécanisme financier de transfert de richesses caché derrière une blouse blanche de médecin et un marteau de juge. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier les registres. Je vous demande de chercher les dates d'admission, de lire les actes de propriété qui ont été transférés le lendemain des internements. Les archives parlent, si nous osons écouter les mots qu'elles utilisent vraiment. Partagez ces archives. Discutez-en. Ne laissez pas la mémoire de ces centaines de milliers de femmes moisir dans le même sous-sol bureaucratique, humide et sombre, où l'on a délibérément laissé pourrir les pages du recensement de 1890. Plus nous creusons sous la surface de la bureaucratie de notre passé, plus nous écartons les couches de poussière institutionnelle, plus nous réalisons une vérité terrifiante. L'histoire n'est pas faite d'accidents, de feux aléatoires et de tragédies inévitables. Elle est forgée, conçue et exécutée par des politiques opératoires, par des lois écrites pour bénéficier à ceux qui tiennent la plume. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.